mai 2024. C'est la journée internationale du travail. Bonne fête de travail à tous les travailleurs de la RDC et du monde entier. Merci de rester fidèles et de suivre ce magazine Kiosque. Alors, ce 1er mai, l'actualité, c'est aussi le séjour du chef de l'État en France. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son homologue français, Emmanuel Macron, ont tenu une conférence de presse conjointe hier à l'Élysée. Nous allons en parler. Le président français a exhorté le Rwanda à cesser son soutien aux rebelles du M23 et à retirer ses forces de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. De son côté, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indiqué qu'on peut compter sur la France pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Analyse et commentaires, c'est avec nos deux invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est à l'hémicycle du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, où il y a eu report de l'élection du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement. Nous en parlerons avec nos invités. Nous allons également revenir sur l'élection des gouverneurs et sénateurs avec ceux qui ont raflé 4 élections. Nous allons commenter avec nos invités et puis, s'il y aura le temps, bien sûr, la réplique de la SENCO qui a joué à l'apaisement face à l'information judiciaire adressée au cardinal Fridolin Ambur. Madame, Monsieur, merci encore une fois de plus de nous suivre. Alors ce matin, vous allez savourer les analyses et commentaires débats de Ben Kayembe qui est face à John Kabisa. Ben Kayembe, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, merci beaucoup pour cette invitation. Merci de nous associer à cet échange. J'espère que ceux qui sont à la maison, parce qu'aujourd'hui c'est férié, on suppose que tous les travailleurs de la République sont à la maison et j'espère qu'ils vont être d'accord avec les analyses que nous allons débuter sur cette plateau. Voilà, alors vous allez analyser avec John Kabisa. Bonjour, bonne fête de travail. Bonjour Madame et également bonjour à Ben. On doit célébrer les bons esprits, ces rencontres. Je pense que nous allons passer un bon moment ensemble sur ces. Et c'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter, je dirais, je ferai de la stylistique, je dirais bonne journée également du 1er mai à tous les NI de la République, les nouvelles unités. Bonne journée de travail à tous les NP, c'est-à-dire les non payés, jusque-là également de l'administration publique au niveau de la fonction publique. Et également, bonne journée de travail à tous les chômeurs donc, de la République. Bonne journée de travail à tous les jeunes diplômés qui ne savent où aller exactement. Et bonne journée de travail à tous les militaires et des uns et des autres. Pour dire ceci de manière assez globale, j'ai souhaité également cette journée pour faire l'opposé, pour parler bonne journée à tous nos chômeurs qui célèbrent le travail. Voilà un peu la dualité. Ils vont espérer trouver un travail un jour. Oui, ils vont espérer trouver un travail dans un contexte où il y a simplement les politiciens qui trouvent du travail. Voilà un peu. Alors, l'état des lieux de la situation des travailleurs en République démocratique du Congo, vous pouvez le dresser en quelques mots? D'abord, l'état des lieux, on doit d'abord parler, c'est un secteur où, à mon humble avis, où l'État ne s'est pas vraiment impliqué, ou ne s'implique pas. Si essaie de voir le contour, conformément également à l'article 36 de la Constitution, qui dit le travail est un droit également, un devoir sacré. L'article 36, mais je me rends compte que le travail est plus un devoir, mais pas un droit. Où les gens travaillent pendant des mois, je ne sais pas, peut-être si les gens, on a déjà payé, déjà après les histoires des 85e jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème depuis qu'on a fait ce qu'on appelle quoi, expédition des affaires courantes au niveau également du gouvernement. Et tous les secteurs, et ce qui concerne exactement le travail lié au paiement des fonctionnaires, c'est suspendu. Parce que l'IAO s'occupe des élections, il venait d'être encore une fois de plus élu au niveau de la Mongala, et de l'autre côté, soit la personne qui était censée de suivre le dossier au niveau du ministère de la Providence sociale et du travail n'est pas là. En conclusion, vous allez voir, comme je dis, un tableau un peu moins relisant, dans la mesure où la Constitution le dit, l'État doit garantir le droit au travail, la protection contre le chômage, une rémunération équitable, satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa dignité humaine, complétée par tout ce qui est comme étant droits et privilèges sociaux.
Vous allez voir juste avec cet article 36 de la Constitution, nous sommes vraiment en contradiction avec SURC. Il se pose un problème lié d'abord au contrat de travail, je n'en parlerai même pas en profondeur. Il se pose un problème lié à la protection des nationaux, également des travailleurs au niveau également des nationaux. Il se pose un problème lié à la sécurité sociale. Là, je pense carrément aux enseignants, aux fonctionnaires de l'État. Il se pose un problème lié à la remise en valeur ou carrément ce qu'on appelle au listing des NP et puis NI. Comment quelqu'un peut rester pendant 5 ans, 10 ans comme nouvelle unité ou également comme NP. Mais on trouve les gens qui n'ont pas fait même pas 3 mois, 4 5 mois, qui directement commencent à toucher sur ces. Et de là, je me pose la question, est-ce que notre État, c'est un État qui fait ce qu'on appelle la promotion du travail bien fait, ou bien c'est un État travaillicide, pour dire une fois de plus, qui tue tout ce qui est également en termes de travail. Sans compter un autre dossier important qui dérange également ce secteur de travail. On se rend compte qu'il y a des personnes qui font les kimil. Donc c'est lui-même, il est au moins dans 4-5 ministères où il touche. Par contre, les autres sont en train de grouper également dans la misère totale. Ça continue toujours cette pratique-là. Ça existe, on a eu à déceler un réseau. Mais je vous dis, les réseaux, ceux qui ont été décelés, ça reste un peu, je vous dis, infime par rapport au réseau, parce que le réseau est bien installé sur l'ensemble du territoire. Et de là, je me dis, chaque jeune, à partir déjà des 18-19 ans, doit au moins trouver un moyen pour essayer de garantir. On gagne combien de temps? Je donne un exemple, cher Ben. Si déjà quelqu'un voulait répertorier à l'âge de 45 ans, qui puisse au moins être fiché au niveau de l'administration publique ou de la fonction publique, commencer à toucher. Regardez l'écart. Il va travailler pendant combien d'années? 10 ou 15 ans, il va tomber. Quels sont les avantages? C'est de là, en termes de propositions directes, il se pose d'abord un problème. Les mouvements syndicaux ont été politisés pour défendre exactement les droits des travailleurs. Il se pose un problème lié à la politisation exactement de l'administration. Il se pose aussi un autre problème, et je l'ai dit, c'est une proposition. Pourquoi pas quand on a rattaché une fois de plus l'inspection générale de finances à la présidence de la République? Qu'est-ce qui peut déranger aujourd'hui, vu le problème qui se pose dans le secteur du travail, qu'on rattache aussi, l'inspection générale du travail existe, non? Pourquoi pas une fois de plus, on peut dire, bon, tellement les cas se posent, ça fait des années, on va accélérer cela. Il y a 6 engagements du chef de l'État. Parmi les 6 engagements, il y a un engagement qui parle exactement de l'employabilité des jeunes ou de l'emploi décent. Voilà un peu les tableaux qu'on peut dresser. Un tableau qui est dominé par l'informel. Une fois de plus, à côté de cet informel-là, l'État ne vient pas une fois de plus protéger les Congolais en termes d'initiatives privées. On trouve plus des politiciens, au lieu qu'ils soient des créateurs d'emplois, ils se font carrément, ils rendent la population des applaudisseurs pour courir derrière eux. Donc, en somme, les tableaux n'est pas assez reluisant dans la mesure si on prend le fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire l'administration publique, l'enseignement, l'armée et aussi la promotion liée exactement au travail des jeunes. Voilà comment je pourrais exactement brosser ces travaux. Ben Kayembe, j'ai vu quelqu'un commenter en cette journée de travail, au moment où il y a un problème de travail, le chômage en République démocratique du Congo, des candidats élus à plusieurs fois, à plusieurs niveaux. Vous allez voir un candidat, il est à la fois gouverneur, il a été élu député national, les tout-puissants de la République, provincial et sénateur, mais la loi n'interdit pas. Ben certes, qui ont voté ces lois, ce sont bel et bien les politiciens. Ils ont voté les lois pour servir leurs intérêts. Moi, je pense qu'à un moment donné, à force d'avoir les autorités qui font passer en premier lieu les intérêts personnels, on a aujourd'hui abriti d'ailleurs la conscience même des jeunes, la conscience des travailleurs, en telle sorte qu'aujourd'hui même les établissements publics sont devenus des caisses de résonance des politiciens. Par moments on fait des actions pour satisfaire uniquement les militants, les gens, comme on les appelle les dialoguistes, les gens qui chantent à longueur de journée pour les DG, pour les PCA et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression, parce que mon frère de l'autre côté a brossé toutes les irrégularités, mais moi ici, j'aimerais relever les failles. J'ai comme l'impression qu'à force de copier ce que les Belges, les Français font, on a mal copié les choses. Vous avez aujourd'hui cette histoire de la sous-traitance qui a aujourd'hui réduit même les avantages de certains agents qui travaillent. Certes, on a copié. Moi, j'ai comme l'impression que depuis qu'on travaille dans ces systèmes-là, on a tout détruit.
Vous imaginez, pour ne pas faire la publicité, il y a des entreprises en RDC où à l'époque, si vous travaillez, ça veut dire que vous avez quand même un train de vie, le minimum pour survivre. Mais aujourd'hui, vous avez un agent qui travaille dans les entreprises phares de la République, mais comme il est passé par des entreprises de sous-traitance, il ne sait pas mériter son salaire. Ça veut dire que l'entreprise X paye à cette entreprise de sous-traitance, par exemple, pour un agent 500 $, mais à votre tour, vous recevez ça 50 $. Et aujourd'hui, on ne sait pas vous garder dans une entreprise après plus de 6 mois, parce qu'après plus de 6 mois, vous devez être engagé. Donc vous faites 6 mois ici, on vous enlève là-bas, on vous affecte ailleurs, vous faites 6 mois pour que vous ne réclamiez rien. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui travaillent dans des entreprises qu'on reconnaît ici en RDC très sérieuses, mais vous avez ces gens-là qui n'ont pas droit aux soins de santé. Lorsque vous êtes éprouvé, l'entreprise vous dit, vous n'avez jamais eu un contrat avec moi, je ne vous reconnais pas. Mais malgré tous ces faits ici, on a quand même nommé un DG qui s'occupe du domaine des sous-traitances. Mais qu'est-ce qu'il fait ces messieurs-là? Si ce n'est d'aller peut-être vers les DG, le soutirer un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Parce que jusqu'à preuve du contraire, rien ne s'améliore dans ces domaines-là. Ils s'intéressent plus au domaine minier où il y a de l'argent. Mais regardez ici à Kinshasa, nos frères qui travaillent dans les entreprises, où nous allons dans les shops, où nous allons pour des petits soucis. Mais regardez leur vie. C'est à peine imaginable. Et pourtant, il y a 10 ans passés, un monsieur qui travaille dans un shop X, même dans certains banques de la place, quand vous le voyez, ça force l'admiration. Mais aujourd'hui, vous avez un monsieur qui travaille à la banque, mais il peine à trouver ne serait-ce qu'un 100 $. Parce qu'il y a des quoi? Ça veut dire qu'il travaille, mais il n'a pas un contrat avec l'employeur. Donc quand il est malade, il ne sait pas à qui demander de l'aide. Quand vous vous plaignez, on vous dit, ben, écoutez, vous n'avez pas un contrat avec nous, allez pleurnicher là où on vous a envoyé ici. Donc c'est quand même déplorable. Et puis s'il faut revenir avec ces systèmes de Kimil, vous dites que la loi ne l'interdit pas, mais qui ont voté ces lois? Eh bien, ce sont des politiciens. Mais aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de créer pour l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est élu député provincial, député national, il est le même jour on le vote comme gouverneur, on le vote encore comme sénateur. Comment on l'explique? Aujourd'hui, parce que vous avez cité même les cas de l'Assemblée nationale, le fonctionnement du pays est bloqué complètement. Aujourd'hui, tout est en arrêt. Parce que dites-moi, celui qui est aujourd'hui député provincial, national, sénateur, gouverneur, un lundi quand il se réveille, dans quelle institution il va? Non, mais il a des suppléants. Dites-moi comment il... Non, ça veut juste que vous l'avez vu. Quand on a voté l'Assemblée provinciale ici à Kinshasa, j'ai vu ceux qui sont députés nationaux venir voter comme députés provinciaux. Mais maintenant, quand ils se réveillent le matin, ils préparent des lois pour quelle institution? Aujourd'hui, certains qui sont nommés comme députés provinciaux, nationaux, sénateurs, gouverneurs, d'autres seront encore ministres. Alors, comment on va gérer ces pays? Comment on va gérer ces pays dans ce système? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, comme c'est la journée nationale du travail, il faudrait quand même demander au gouvernement de revoir l'ordre des priorités. Parce que on a comme l'impression que le gouvernement s'attelle plus, ou sinon, les chefs de corps élaborent plus des projets où ils peuvent trouver un gain, et non des projets où les Congolais, de façon générale, peuvent trouver aussi un gain. Il est temps de revoir l'ordre des priorités pour que tous les Congolais bénéficient tant soit peu des réalisations du gouvernement. Vous deux, vous avez dressé un tableau sombre, c'est-à-dire vous avez vu que les côtés négatifs. Je ne crois pas que le contraire existe. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le contraire existe. Parce que déjà, vous avez des politiciens qui vous disent, si aujourd'hui on trouve une ligne budgétaire, qui paie aujourd'hui une ligne budgétaire par exemple d'1 million, et qu'il faudra ajouter un salaire, on vous dit lorsqu'on répartit ça sur les fonctionnaires, ça peut à peine ajouter 5 000, 6 000 francs. Pourquoi ne pas l'ajouter aux politiciens où ça peut donner à chacun 5 000, 6 000? On dit 5 000 ne représente rien. J'ai entendu cette réflexion avec à l'EPST. Il y avait quelque chose dans la ligne budgétaire où on pouvait ajouter aux enseignants. On dit, bon, si on ajoute ça, on calcule le nombre des enseignants, ça représente des dollars sur les salaires de chaque enseignant. Et puis on se dit, ben, écoutez, pourquoi ne pas ajouter ça carrément aux directeurs, aux autres fonctionnaires, parce que les 2 dollars ne va rien représenter. Mais non, même si ça ne représente rien, mais c'est quand même un débit. Même 2 dollars ce matin, un enseignant peut se procurer un déjeuner digne de ses noms.
2 dollars aujourd'hui, ce n'est pas la moindre des choses. Il peut acheter les pains pour les enfants d'ici, et puis prendre du thé calmement. Commençons par là, et puis montons crescendo. Voilà. Merci Ben Kaye. Je reviens avec vous. Vous avez dit exactement, Kabessa. permettez madame, vous avez dit exactement, on a brossé un tableau sombre s'il n'y a pas de point positif. Je pense au moins les gens nous suivent à la maison. Je reviens encore à l'article 36. On a dit ceci, ce n'est pas moi le législateur et la classe politique qui a fait cela au moins sans. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage, une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme et à côté une dignité humaine complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension, la retraite et aussi la rente viagère. Si vous prenez juste cet article-ci, c'est pas moi, madame, c'est pas moi. Vous allez juste faire une analyse comparative, vous voyez que non, nous vivons le jour et la nuit. Ça me permet de revenir dans un document très important. On a parlé de la question liée au SMIC. En novembre, exactement, en avril plutôt, en avril 2008, on avait les SMIC qui étaient évalués à 1680 francs. À ce net moment, depuis 2019, 2018-2019, plutôt 2018, au mois de mai, avant que l'autre président, en fait, celui qui fait sa thèse, a pris au moins une fois de plus quitter, il s'est fait qu'on est passé de 1680 francs à 7075 francs par jour. Et si vous allez faire l'analyse, c'est moins de 5 dollars. Le taux, c'est combien aujourd'hui? À 27 500 ou 28. Vous allez voir que le SMIC est en deçà même des 5 dollars par jour. Si vous calculez déjà quelqu'un qui a 3 dollars, ça c'est pas même pas 3 dollars, c'est à peu près 2,5 dollars, calculé fois le mois, on arrive encore à la fin du mois, c'est comme m'a dit une maman, donc Moussa na Congo, ils ont un travail, ils ont une condition, ils ont ça, mais elle est comme au foot, comme on a salaire local. On est passé tous exactement par l'administration. Je vis hier la nuit, on a fait monter beaucoup de banderoles pour ce qui concerne les ministères du Travail. On nous parlait d'un travail décent. L'employabilité, l'État devait rassurer le tout. C'est ainsi, c'est l'occasion qu'on puisse aussi avoir honte. On n'est pas là simplement pour dresser un tableau sombre, mais que le gouvernement qui va entrer avec la nouvelle première ministre puisse au moins s'y pencher sur ces dossiers. On félicite le travail remarquable de l'IAU, ce qu'il a eu à faire, mais l'IAU a trouvé un grand trou. On ne sait pas par où commencer une fois de plus à creuser ou soit à couvrir cela. Vous allez voir au niveau de l'administration publique, même si on essaie un peu de dire, bon, on va à la retraite de gauche à droite, le tableau n'est pas assez tenu. Je pose la question, quelle est la politique à ce net moment de ce qui concerne l'emploi ou l'employabilité même? Il se pose un problème. Moi, je n'ai pas saisi. De 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas saisi vraiment la quintessence du projet. Et même en 2023, on peut le dire, je n'ai pas saisi cela. Mais je crois, et je pense, comme le chef de l'État a fait les 6 engagements, il a répertorié encore le travail. On pense au moins avoir peut-être une lière de soir. Mais bon, il y a plus de chômeurs que également de ceux qui travaillent. Qu'on puisse pas me dire que non, secteur informel, non, l'État a l'obligation, conformément à l'article 36 de la Constitution. Merci, John Kabessa. Mais j'aimerais que vous puissiez commenter aussi par rapport à cette question des candidats qui sont élus plusieurs fois, à plusieurs niveaux. Voilà. S'il s'agit de commenter, je vais d'abord répertorier cela. Je l'ai parlé la fois passée, nous vivons une république de kimillards. Donc, c'est-à-dire, les termes précis, même ceux qui font le Sciences Po connaissent, et on appelle ça kimil de fonction. La notion de kimil de fonction, elle est à la fois politique, elle est aussi administrative. Nous, on se rend compte, nous avons une république, comme on dit, RDC, la République des démocrates kimillards. Donc celle-là, moi je l'ajoute, c'est à titre personnel des kimillards. On a trouvé également des kimillards au niveau de l'administration publique. Il fait une fois de plus avoir 4-5 fonctions, en oubliant que la République n'a pas simplement besoin que Binonde Karaboliaka. Donc c'est-à-dire, c'est lui aussi qui a étudié, qui a aussi avancé, a besoin de nourrir sa famille. On trouve également kimil de fonction, selon l'analyse également, quand je vois depuis 2023, depuis 2011 et 2018, je me rends compte, il y a ce qu'on appelle une fois de plus un groupe de gens. Je cite,
ils sont à la fois députés provinciaux, ils sont sortis où ils gèrent l'empire des députés provinciaux, nationaux, sénateurs, gouverneurs, au même moment ministres en fonction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je crois que si on va citer leur nom, c'est reconnu presque partout. Et aujourd'hui, je voulais que je sois vraiment bilingue. Ensuite ici, ils sont là. Guy Luando, Fifi Masuka, Peter Kazadi, Ngoïka Sange, le tout-puissant Bahati Lukwebo, et à côté, Sama Lukonde. Et aussi on ajoute d'autres qui sont là, je me limite, disent Namasia. Et aussi qui vient s'ajouter, une jeune qui vient s'ajouter également dans cette liste des républiques, également des Kimila. On se rend compte, ils ont gagné un siège au niveau national, au niveau provincial, ils continuent à le faire. C'est là que je me pose la question. Le système électoral, c'est comme ça? Non, ce n'est pas le système électoral. J'ai passé mon temps pour essayer un peu de réforme, réforme exactement, pour verrouiller ce système. En France, c'est plutôt en Suisse et en Belgique, on a le système des députés maires. OK? Ou des députés, des maires, ministres, vice-versa. Mais là, il y a ce qu'on appelle des interdits. Dans la contextualisation de ce qui est des cumuls de fonctions, on dit ceci: jamais on peut accumuler des fonctions au niveau législatif et au niveau administratif sur le plan public, à moins que vous ayez quelque chose du point de vue privé. Mais chez nous ici, député provincial, c'est une fonction politique, élective politique publique, député national public, sénateur public, gouverneur public, ministre public. Je me pose la question exactement, où allons-nous exactement avec ce qui se passe? Mais on doit aussi porter la lumière. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine des cumuls de fonctions, il y a cumul horizontal et cumul vertical. Bon, tout célébrer enseignement, l'obito tant que ça quand même. C'est-à-dire quoi? Les cumuls horizontal, c'est quand on peut avoir ce qu'on appelle la concomitance des deux fonctions qui ne se posent pas, ne se s'opposent pas. Là, on peut le faire. Et aussi en termes de titres et en termes d'avantages. Mais les cumuls, quand on le dit vertical, quand on a des fonctions au niveau national et au niveau provincial, on continue à le faire. Je pose la question, les ressources de la République devaient être une fois de plus réparties par tout le Congolais, conformément à la Constitution. Quand il a des députés provinciaux, on annonce, j'ai appris, les conseillers municipaux, c'est 800 $. Député provincial, on ne sait pas si ça viendra. On a choisi par rapport à la législature passée, entre 5 et 8 000 $. Député national, entre 11 000 et 23 000 $. Aujourd'hui, on parlait même des 33, on ne sait pas. Gouverneur, on ne connaît pas. Vous allez voir, c'est les pour une personne. Tout ça, c'est pour une personne, ou soit c'est sa famille. Il y a un député qui était sorti député national. Je crois qu'il a laissé sa femme. Il est sorti député provincial, il a laissé sa fille. Maintenant, lui, il va au Sénat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ici vont bouffer presque le gros du budget national. D'où on retombe dans ce que les organisations de la société civile, entre autres le SPC, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, parlaient, on doit réduire sensiblement les trains de vie des institutions. Parce que ces gens ici vont bouffer, déjà ils bouffent les 60% des budgets. Nous avons un budget 60% parti uniquement pour les institutions politiques, ainsi de suite, les feux de fonctionnement. 40% là, 20%, ça va dans le projet de développement, et 20 autres pourcents là, ça paye les fonctionnaires. Donc vous allez vous rendre compte, nous sommes entrés petit à petit vers le mur. On aura maintenant une masse de la population qui ne travaille pas, qui n'a pas d'avantage face à un groupe de politiciens qui se voilà, le système électoral ne l'interdit pas, mais là on doit faire intervenir le moral. Hein. Non, pas simplement le système électoral. Je parle même, il doit y avoir une loi organique qui devait verrouiller cela, même au niveau du règlement intérieur. Donc on puisse faire des réformes. Ça ne va pas. On passe à autre chose. Ben Kayembe, c'est le séjour du chef de l'État en France. Alors il y a eu une conférence de presse conjointe entre lui et Macron. Ben voilà, Macron qui a exhorté le Rwanda à quitter le sol congolais. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Très bien, merci. Moi, je pense, en premier lieu, j'ai comme l'impression qu'en termes de stratégie pour sauver notre pays, nous sommes aux abois. Parce qu'il n'y a pas longtemps, les Congolais ont exprimé cette manque de confiance, même avec le président français. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, non, ici, pas 2 ans, 1 année et demie, que le président Macron est arrivé ici. Vous avez vu ce que les Congolais ont fait. Vous avez vu comment les Congolais ont manifesté pour refuser sa présence ici au sol congolais. Mais aujourd'hui, nous revenons encore vers lui. Pas plus tard que l'année passée, on a parlé d'un contrat
on a donné au Rwanda, comme quoi l'Union européenne devait financer à hauteur de 20 millions, quelque chose comme ça au Rwanda. Mais aujourd'hui, nous allons encore vers la France pour solliciter de l'aide. Entendre Macron parler, son discours ne m'inspire pas confiance. J'ai déjà entendu. Bien évidemment, même quand j'entends mon président Félix Tshisekedi parler, vous sentez qu'il parle, mais il n'est pas convaincu de ce qu'il débite comme fait. Parce que le chef de l'État lui-même a dit, je prends quand même les risques. On peut le dire comme ça, je prends les risques de dire que cette fois-ci, la France sera aux côtés de la RDC pour qu'on arrive à obtenir la paix. Ça veut dire que là nous allons parler, nous commençons par le dire de Macron avant de non, ce serait compliqué parce qu'on analyse par rapport aux deux discours, parce que le chef de l'État a parlé, puis Macron a parlé, on doit faire... Est-ce que c'est sincère ce que Macron a dit? C'est du déjà entendu? Est-ce qu'on peut croire à cela? Non, mais c'est pourquoi je vous dis, son homologue lui-même présent, quand il a pris la parole, vous sentez qu'il n'était pas convaincu par les discours de Macron. Ça veut dire que c'est déjà entendu. Pour lui, vous voyez un président qui commence son discours déjà, même si c'était pour mettre de l'ambiance, mais bon, on a comme l'impression que pour lui, il prenait du plaisir à en parler. Parce que dans tout ce qu'il a dit, je n'ai pas vu une détermination, je n'ai pas vu où va intervenir l'action de la France pour aider la République démocratique du Congo. Certes, il a parlé de collaboration, les ministres de la Défense, ils vont venir en RDC pour nous aider en termes de formation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour défendre l'intégrité territoriale, ce qui nous manque, c'est la formation militaire? Ce n'est pas ça. La RDC aujourd'hui n'a pas un problème de formation militaire. Les militaires sont là. On a dit que la République démocratique du Congo s'est procuré des armes sophistiquées. Il y en a. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'offensive de la République démocratique du Congo? C'est là où les Congolais ne comprennent plus. Les Congolais veulent savoir à quel niveau l'offensive de la République démocratique du Congo est bloquée. Pourquoi aujourd'hui la République démocratique du Congo ne peut pas repousser l'ennemi? Pourquoi on est là à tout simplement défendre l'intégrité de l'ennemi, mais pas bouter l'ennemi dehors? C'est là où nous sommes bloqués. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le discours de Macron ne vient rien ajouter à la République démocratique du Congo. Il va vous dire que j'ai un échange téléphonique avec Paul Kagame. Ça nous avance à quoi? Ça ne change en rien. Ils ne sont même pas y croire. Comment on va y croire? On a cherché même plus haut aux Nations Unies. Il y a eu des échanges. Rien n'a changé. On est allé solliciter les soutiens de l'EAC. Nous sommes rentrés à la SADC. Il n'y a rien. Mais est-ce que l'appel de Macron peut aujourd'hui arrêter ce qui se passe à la partie Est? Vous y croyez vraiment? Même si on est totalement ignorant des réalités sur le terrain, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la solution pour la République démocratique du Congo, ce serait l'appel téléphonique entre Macron et puis Paul Kagame? Je ne pense pas. C'est pourquoi je vous dis ici, en suivant d'ailleurs Macron, après quand je suis le chef de l'État, j'ai compris que le chef de l'État lui-même aujourd'hui n'a pas voulu prendre le risque de gober totalement tout ce qu'a dit Macron. C'est pourquoi il a pris avec beaucoup de pincettes. Parce que j'ai retenu bien cette phrase. Il prend le risque quand même d'accepter que cette fois-ci, la France sera aux côtés de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur ces propos-là. Alors, et Macron, par rapport dans ses dires, la priorité sécuritaire, selon lui, c'est le désarmement, c'est notamment désarmement et encadrement de FDLR. John Kabisa. Ces scénarios de financer les FDLR, ce qui se confirme encore, hein, on fait croire que c'est ce qui est à la base de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a fait confirmer cela. Merci beaucoup, cher Gisèle. Je l'ai dit encore, au-delà de ce qu'on fait en temps de journalisme, nous autres, nous faisons de la chronique également, ce qu'on appelle la communication diplomatique. Vous devez savoir exactement, les deux présidents se rencontrent comme des acteurs majeurs dans un conflit où il y a un troisième acteur toujours absent. C'est exactement l'oncle Paul, comme les autres là disaient également de l'autre côté. Vous allez constater, il y a succession de faits. Faites une analyse comparative. La visite de Macron à Kinshasa, par rapport à la visite de Félix de l'autre côté, le chef de l'État, vous allez voir carrément, Macron s'est vengé indirectement pour dire à la RDC de ne pas être clément lors de son passage à Kinshasa. Je vous amène de comprendre le bien fondé ou le non-dit de ce que c'est.
Et Félix Tshisekedi, j'ai aimé ce que le président de la République l'a fait, n'a pas une fois de plus froid aux yeux de dire des choses et de répéter la position de la RDC. Là, c'est vraiment mention, coup de chapeau à Félix Tshisekedi. Il a toujours fait. Hein? Il a toujours fait. Ouais. Mais aussi, il faut savoir, dans le contexte politique, il n'y a pas simplement les actes, il y a aussi les discours qui comptent, surtout dans le domaine diplomatique. Il est retombé sur terrain. Là, je dis bravo à Félix Tshisekedi. Mais cela ne se limite pas à ces niveaux-là. On entre dans le fond du discours. On demande, on recommande à Félix Tshisekedi de cesser également l'appui aux FDLR. Vous voyez le verbe recommander. Indirectement, on oblige. Mais on exhorte à Paul Kagame de cesser son soutien. Prenez les deux verbes. Je recommande à Ben et j'exhorte également Doudou Montiri. C'est comme si vers Paul Kagame, on est en train de supplier, de voir s'il pourra avoir l'amabilité de retirer ses troupes. Quelque part, on doit se le dire exactement, il y a nuance où il y a point de rencontre des liens entre le Rwanda et également la France. Nous sommes en 1994. De 1994 jusqu'en 2024, ça fait 30 ans exactement. La France veut retrouver ou redorer son image par rapport à son implication lors exactement du génocide rwandais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les discours pour amadouer de ces côtés-là revenir. Je rentre dans le fond. Il n'a pas simplement parlé de la guerre, il a parlé aussi de la coopération en matière exactement de sécurité, comment on va renforcer l'appui de la France dans la formation et l'appui dans ce qu'on appelle l'école de guerre de Kinshasa. Comment une structure qui devait former, une fois de plus, des éléments très importants qui pourraient défendre les territoires nationaux, on voit encore la France. Et c'est la même France qui est derrière. Je voulais un peu comprendre pourquoi, pas simplement l'ambiguïté, pourquoi maintenant cette... je ne sais pas comment qualifier cela. Donc, c'est-à-dire le bicéphalisme exactement de la France, être à gauche et à droite. Et plus loin, il parle de la traçabilité des matières premières. Une fois de plus, parler de la coopération. Indirectement, on rentre dans les discours de Sarkozy. Ce qu'il faudra mentionner, il n'est plus temps qu'on puisse au moins reculer dans la mesure où, dans le contexte actuel, notre gouvernance sécuritaire a connu déjà des problèmes, qu'on puisse déployer, pas simplement la diplomatie comme on l'a dit, renforcer l'armée, renforcer notre coopération pour essayer de défendre notre intégrité territoriale, de ne rien attendre de la France. La France va nous faire perdre le temps, la France va nous faire gagner le temps pour que Kagame puisse au moins se réorganiser, qu'il y ait encore une fois de plus la guerre. Pourquoi on commence aujourd'hui à soulever la question liée aux FDLR? Les FDLR dérangent qui exactement? Ils ont déjà attaqué le Rwanda? Si peut-être moi j'ai oublié, rappelez-moi la date. Et à côté, on sait chaque fois il y a un problème avec les M23. Pour dire ceci, Macron joue carrément la politique française avec l'influence au niveau de la sous-région, dans l'analyse exactement du cercle concentrique, c'est-à-dire tout le pays veulent au moins s'aligner derrière la France. Donc Félix Tshisekedi, avec ce qui s'est fait, il faut voir aussi les protocoles. Il y a eu un quoi qu'au niveau des protocoles, on a vu les images. Comment on peut prendre une délégation officielle, là où il y a le ministre des Affaires étrangères qui est le patron de la diplomatie, le ministre de la Communication, on les gèle. Là dehors, au niveau du jardin, on les bloque là-bas, on commence à appeler un à un pour faire le marche des perrons. En conclusion, Félix Tshisekedi a montré encore sa bonne foi pour aller vers Macron, parce qu'il y a une table de négociation, on parle carrément remettre les cadres de concertation d'Addis Abeba, les cadres de concertation de Luanda et les cadres de concertation au niveau également de Kampala, ce qu'on a eu à signer. Mais la conclusion, on ne va rien attendre de la France parce que, je l'ai dit, une diplomatie... Mais le chef n'a pas dit ça, il a dit qu'on peut compter sur la France pour la restauration de la... Je l'ai dit, je suis journaliste, au-delà d'être journaliste, je fais de la chronique également, c'est de la communication recherchée, communication diplomatique. Le chef de l'État ne pouvait pas léser carrément dans son langage son homologue. Parce qu'il était sur le sol. Donc c'est la diplomatie. Il a fait de la diplomatie, mais ils ont pris plus d'une heure d'échange. Le chef de l'État a dit ce qu'il fallait exactement, parce que je me rends compte que la RDC est bloquée, qu'on ne puisse pas se le dire. La RDC est bloquée. Vous avez dit quelque part là qu'un acteur principal était absent, c'est Kagame. Alors ça nous fait revenir à l'interview que le chef de l'État a eu en Allemagne, à la Deutsche Welle, c'est comme ça qu'on dit. Deutsche Welle. C'est en allemand. Là où il a dit qu'il veut rencontrer Kagame, non pas pour le supplier, mais pour lui dire en face que c'est un criminel. Est-ce que ça n'a jamais été fait?
Il a eu beaucoup d'occasions pour rencontrer Paul Kagame. Et s'il voulait bien le faire, il l'aurait fait il y a longtemps. Mais par là, je voulais dire ceci. La République démocratique du Congo a quand même une faiblesse aussi à l'interne. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris le temps de réfléchir pour poser la question. Pourquoi aujourd'hui la voix du Rwanda pèse à l'international plus que la voix de la République démocratique du Congo? J'ai compris qu'aujourd'hui, même bien sûr, même les fonctionnements internes d'un pays comptent en termes de relations diplomatiques. Vous avez aujourd'hui dans notre pays des messieurs qui se réveillent un bon matin, qui va à l'encontre des discours iniques de la République démocratique du Congo, comme quoi Paul Kagame serait l'agresseur avec les M23. Quelqu'un qui se réveille un bon matin et vous dit, bah, écoutez, c'est Joseph Kabila l'agresseur, c'est Joseph Kabila qui soutient les M23. Et ce discours-là a pris de l'ampleur. Quand j'ai vu les chefs de l'État revenir encore sur ces mêmes discours pour dire l'unique agresseur de la République démocratique du Congo, c'est Paul Kagame, eh bien, je me suis posé la question, qu'en est-il de Joseph Kabila? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même à l'interne, cette faiblesse-là affaiblit la diplomatie de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, on a frustré les gens à l'interne. Quels sont devenus aujourd'hui tous ces discours qu'on a fait fuiter, comment on appelle ça déjà, les auditions qu'on a fait fuiter d'un certain monsieur qui serait en connivence avec les rebelles. Il a cité des noms des gens qui sont derrière les M23 et ces gens, on a mis ça sur la place publique. On a salé, on a terni l'image des gens. Les dossiers sont en cours. Mais bien évidemment, mais pourquoi aujourd'hui, c'est même... Parce qu'aujourd'hui, au niveau international, on sillonne partout pour faire comprendre au monde que c'est Paul Kagame qui agresse. Mais à l'interne, vous avez une information qui fuite pour dire, qui dédouane Paul Kagame pour vous dire qu'écoutez, ce sont les Congolais, donc c'est une guerre purement congolais, ce sont des Congolais qui sont derrière cette rébellion. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de fragiliser encore cette voix unique qu'on veut porter au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État doivent encore continuer à faire entendre ces discours. Vous pensez que la diplomatie au niveau international ne suit pas ce qui se passe en RDC? Ils suivent. Écoutez, là-bas, les services disent qu'il y a ceci et ceci. Ça affaiblit les discours des chefs de l'État au niveau international. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo devait cesser de s'appuyer derrière les États. Parce qu'il y a un jeu d'intérêt. Je me suis renseigné auprès on va dire, des gens qui ont travaillé avec Mobutu, des ex-ministres et tout ça. J'apprends qu'ici, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, même les États là sont faibles. Pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, même les acteurs politiques en RDC qui exploitent les minéraux sont obligés de passer par les pays voisins. Parce qu'il vous souviendra qu'il y a exactement plus de 50 ans que les voies pour faire sortir les minéraux, il y avait une route qui quittait Sud Kivu, Nord Kivu, jusqu'au Congo central pour faire sortir les minéraux. Donc ici en RDC, on a deux voies de sortie. Vous pouvez faire Kisangani, vous pouvez faire Congo central. Mais il n'y a pas de route. Aujourd'hui, quand on exploite, toutes les entreprises qui exploitent passent par le Rwanda, ou soit vous devez passer par Kasumbalesa, ou prendre le but et puis partir. Un problème de route. Non, il n'y a pas de route. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, la RDC est tenue par ses pays voisins. Tous ces politiciens, posez la question. Quand ils exploitent, quand ils ont des cahiers miniers, quand ils exploitent, ils passent par où? S'ils ne passent pas par le Rwanda, ils passent par le but au Tanzanie. Nous sommes tenus par ces pays-là. Aujourd'hui, en RDC, il n'y a personne qui peut exploiter et utiliser les voies proprement, les voies uniques que la RDC a construites pour évacuer les minéraux. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on reste coincé par ces pays voisins et qu'on ne sait pas lever les tons. Vous avez aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des politiciens qui ne savent pas citer nommément le Rwanda, eh bien parce qu'il y aura un conflit des intérêts. Beaucoup passent par là pour vendre les minéraux aux étrangers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je pense que les chefs de l'État devaient plus s'atteler à l'interne, faire un bon travail, faire un bon lobbying à l'interne, qu'on ait une seule voix au niveau international, qu'on n'ait pas de voix discordantes déjà à l'interne, et qu'au niveau international, vous devez encore vous battre pour laver l'image, l'information ici, qu'on a fait fuiter au niveau local ici en RDC. Et ici, la République démocratique du Congo ne peut pas compter sur l'appui de la France pour bouter les M23 d'ailleurs. Moi, je pense... Donc, c'est que le chef a dit, vous êtes d'accord avec John Kabila qui dit que c'était un langage diplomatique. Faire plaisir à Macron. Je prends les risques comme le chef de l'État a pris de dire... Et vous assumez aussi.
de dire que les chefs de l'État, personnellement, n'étaient pas convaincus. Mais comme mon frère l'a dit, en diplomatie, on fait toujours un effort de ne pas léser, et surtout qu'on est en face des médias. Je pense que lui-même, le chef de l'État, n'est pas convaincu, mais bon. Non, ça veut dire quoi? Les RDC aussi prend position comme d'autres pays africains qui ont tourné les dos à la France. Non, non, pas tourner les dos. Moi, je pense que la RDC devait faire un effort d'augmenter son poids sur la balance. Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de bouger les intérêts des multinationaux, ces multinationaux-là tiennent la diplomatie des États-Unis, ils tiennent la diplomatie de l'Union européenne. Ces multinationales-là peuvent aujourd'hui influencer la politique extérieure de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, qui nous bloque, ce sont les multinationales. On ne veut pas bouger, c'est leurs intérêts. Si aujourd'hui la République du Congo ferme ses frontières pour des jours, vous imaginez ce qui va se passer au monde? Alors, John Kabesa, après, comme le chef a dit, il va rencontrer Kagame pour lui dire en face qu'il c'est un criminel. Comment est-ce que vous voyez la réaction de Kagame après? D'abord, il y a un jeu de ping-pong entre les deux acteurs. C'est-à-dire, dans la théorie des négociations, vous savez, d'abord, il y a des indicateurs ou des éléments. Il doit y avoir les acteurs, le fond du conflit, les cadres et également les mécanismes de rapprochement. Félix Tshisekedi, à la lire où vont les choses, je suis en train de voir et d'analyser. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ça c'est un avis personnel. Cher Ben, peut-être ceux qui sont à la maison me suivent. Je me rends compte où je pourrais affirmer, après avoir eu à réfléchir, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, Bakoyo Kanakate, jusqu'à ce qu'il y a un des deux va quitter le pouvoir. Ça c'est votre... Ça c'est mon analyse. Je fais la chronique diplomatique. Je prends les éléments de langage à chaque fois lorsque Félix Tshisekedi dit et ce que dit exactement Paul Kagame. Paul Kagame est dans une logique négationniste, c'est-à-dire tout ce qui vient de la RDC, même des réalités, même des évidences, pour lui c'est faux, et puis ce sont des mensonges. Vous n'avez qu'à voir ces interventions qu'il est en train de réaliser de l'autre côté au niveau du Parlement rwandais, et à chaque fois devant les médias rwandais, tel qu'on a vécu. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, face à Macron, je vais vous dire, dans les prochains jours, il va tenir un point de presse. Paul Kagame va le faire. Kagame est dans une logique assouvie également des mensonges, des niais, parce que tout ce qu'il dit, et également de nier même le contexte sur la participation, le rôle de Rwanda. De son côté, en face, Félix Tshisekedi va toujours démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que le Rwanda reste carrément derrière les M23. Les deux, maintenant, si je dis, je vais vous mettre ensemble, ils ne vont pas s'attendre. Ça va rester comme ça. Et ça va rester comme ça. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui tirent les ficelles. Oui, les tireurs de ficelles, mais je pense au moins la balance, l'arbitre n'est pas juste, pour essayer de parler. L'arbitre dans ces contextes, c'est carrément la communauté internationale ou les tenanciers, pour le dire les gendarmes. Je prends sur les 5 membres du Conseil de sécurité, la RDC n'a que l'appui de 2, c'est-à-dire la Chine et la Russie. La Grande-Bretagne, la France et les ISA, vous connaissez tous. Ils ont déjà choisi leur camp. Ce n'est pas le cas de la RDC. À côté, il y a 10 autres membres non permanents du Conseil de sécurité qui ne parlent pas vraiment, fait un appui pour la RDC. Avant sa mort, je parlais avec Adéito, vous le connaissez également, Adéito Bagweni, qui est le seul ambassadeur congolais qui a dirigé le Conseil de sécurité lors de la guerre de 91-92 en Ukraine, plutôt en Irak, Iran et Irak. Il nous a révélé un fait en disant ceci: la RDC reste dans un étau, ça nous sera difficile à ce net moment de sortie si on n'essaie pas de jouer les jeux d'alliance. Quand je vois la France veut faire affirmer carrément son imposition sur le plan territorial, parce que aussi on veut gérer à tout prix, sur le plan économique, Ben l'a dit ici, si on ferme des frontières, je dis déjà de manière assez claire, le Rwanda est en perte de vitesse, et même les assises exactement de Paris, cet entretien entre Kagame et également plutôt Macron et Félix Tshisekedi, c'est de faire revenir exactement Félix Tshisekedi pour dire on a besoin que tu puisses au moins ouvrir les jeux. Comme ça joue sur la sécurité nationale, comme ça joue sur notre intérêt, parce que je me sens ou je me rends compte que Félix Tshisekedi est bloqué. Il a dit ceci avant de commencer mon nouveau mandat. Qu'est-ce que je dois faire? Débloquer la question liée à la guerre, débloquer ce qu'il faudra faire,
pour essayer de commencer mon mandat. Dès que je vais commencer, Angela Merkel, c'est qui encore, Judith Toulouka, va faire sortir son gouvernement, que j'aille ce qu'on appelle la mainmise. Mais malheureusement, ça ne va pas marcher. C'est de là la question aussi du lobbying. Là, je rejoins Ben. Ben peut-être dit lobbying au niveau national. Moi, je prends les lobbying au niveau d'une ligne directive claire, au niveau de la diplomatie. D'abord, la participation de la diaspora, parce qu'on a vu lors du vote passé au niveau des Nations Unies, malgré ce que notre ambassadeur a dit, on a nié carrément. Pour dire ceci, c'est un jeu de communication diplomatique entre les deux. Moi, j'appelle ça un jeu de ping-pong. Ça nous rappelle ce que Kissinger l'a dit en diplomatie entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est à la RDC maintenant là de démontrer ses biceps, d'activer ce qu'on appelle les jeux d'alliance de coopération militaire clairement définis avec les pays des BRICS, entre autres avec d'abord l'Inde qui s'est déjà exprimée et la Russie, pour essayer de tourner la page. Voilà. Jusqu'où on va toujours, on dort, on se réveille Kagame, on dort, on se réveille Kagame, on ne fera rien simplement pour Kagame, ou soit carrément c'est Kagame qui va tout diriger. C'est le moment qu'on puisse dire non, mettre fin, mais je l'ai dit et je répète, je vois la ligne où vont les choses, on doit tout faire pour dégager celui qui dérange toujours la paix sociale en République démocratique du Congo. Mais je finis en disant, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ils ne vont pas s'attendre parce que Félix Tshisekedi défend les intérêts de la RDC pour mettre fin à la guerre. Kagame ne va pas écouter de cette oreille-là. Il va nous tourner toujours à bourrique pour faire carrément la diplomatie. Ben, un mot parce que c'est déjà la fin en clôture. Hein. Oh là là, c'est déjà la fin. J'aimerais ici revenir sur la question du report des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Faute de temps. En quelques secondes, vous savez, c'est toujours ces problèmes de Kimil. Vous savez, la loi, si réellement ceux qui sont élus cette fois-ci vont travailler pour l'intérêt de la population, je pense qu'il faudrait revoir ces articles-là de la loi, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait des députés qui sont élus et qui n'ont pas la possibilité de se représenter ailleurs, l'Assemblée ne pouvait pas être bloquée, parce qu'on parle d'un problème logistique lié au déplacement de certains députés. Je ne sais pas, les déplacements des députés, qu'est-ce que ça a à voir avec un problème logistique? Vous avez Vital Kamerhe qui doit déposer sa candidature, qui accompagne les chefs de l'État. Vous avez d'autres députés qui sont allés postuler comme gouverneur, vous avez d'autres députés qui sont allés postuler comme sénateur en province. Voilà la conséquence. Voilà la conséquence. Donc aujourd'hui, ça bloque les fonctionnements. Et puis on vous dit, la date ne sera connue que lorsque tout le monde sera de retour ici à Kinshasa. Vous voyez comment on bloque la machine comme ça pour des intérêts mesquins plutôt. Donc l'Assemblée nationale aujourd'hui ne connaîtra pas son bureau définitif parce que certains sont allés chercher les autres gains ailleurs. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas pressé d'avoir un gouvernement parce que ce gouvernement ne va pas travailler, parce qu'il ne va pas être investi. Pendant ce temps, les Congolais croisent les bras et ils attendent. On va perdre aujourd'hui 6 mois comme ça, sans rien faire. On ne sait pas à qui poser la question. Les ministres ne sont plus redevables, les assemblées ne sont plus redevables, donc le pays est en arrêt total. C'est inconcevable. Je pense que les députés, même pour chuter aussi, on n'a pas réussi à renaître une nouvelle classe politique. C'est comme si les élections qu'on a eues, c'était tout simplement pour faire semblant de démocratie. Ça n'a rien apporté parce qu'on garde tout. Vous avez un monsieur, avant les élections, il vous dit, on est dans d'autres cas la gouverneure. Et c'est d'office comme ça. On vous dit, la province est telle qu'aucun d'été, balobi, ndazali. Ça dit, pourquoi on fait les élections alors? Dans ce cas, ces pays ne méritent plus des élections. Vous avez quelqu'un qui est élu député provincial, national, sénateur, qui ne sait même pas s'exprimer. Il y a une province ici, non loin de Kinshasa, je ne vais pas citer ici pour ne pas tomber dans la diffamation. Un monsieur qui ne sait même pas répondre à une interview, à qui on donne une province qui doit faire des recettes pour faire marcher ces pays. Ça m'énerve d'ailleurs quand j'en parle. Il y a un jeune homme qui ne sait même pas s'exprimer. Il ne sait même pas tenir un discours avec 5 phrases. Et même monsieur comme ça, on lui donne une province, je crois que c'est notre deuxième province économique, on lui donne ça comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Aujourd'hui, on a réparti la RDC. Vous avez telle province, ça revient à tel monsieur. C'est lui qui décide qui sera gouverneur. C'est lui qui décide qui sera président de l'Assemblée provinciale. Mais on fait quoi avec ces pays? On a réparti la République comme ça, comme un petit gâteau. On vous dit le Congo central, c'est pour les ministres ici, c'est lui qui va imposer quelqu'un. Et puis il prend le monsieur, il impose. Mais on fait quoi? Donc la RDC ne décollera jamais avec cette classe politique. C'est pourquoi j'insiste que cette classe politique est devenue obsolète. Il faut en tout cas voir comment on doit bouter tous ces gens dehors
et recréer une nouvelle classe politique. Mais Merci, déjà en fonction, Ben comment le KMB. faire chasser. Mais et c'est juste pour finir, on a Oh, on a commencé fini. un processus électoral qui avait presque commencé avec des irrégularités. Je parle comme étant spécialiste sur Là, vous allez encore entrer dans- Là, une fois de plus, on a très mal fini le processus électoral ici qui avait commencé avec beaucoup de cas d'irrégularité. Je ne fais pas confiance à tous ces gouverneurs, à tous ces députés, ces sénateurs qui viennent le faire. Je suis en train de voir quelle sera la qualité du Sénat de demain face à l'Assemblée nationale, face aussi à l'action publique du gouvernement. Voilà un peu ce Il y a qu'on des voulait dire. invalidés qui ont été élus gouverneurs. Hein. Des invalidés, c'est ça le grand L'émission est problème. finie. La Voilà. République de Kimilard, horizontaux et Kimilard également, comme je l'ai dit une fois de plus. Merci John Kabissa, merci à Ben KMB, merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque. Encore une fois, bonne fête de travail à vous tous. À tous les Merci chômeurs ou bonne faute de travail aux travailleurs. à C'est tout ça le le monde. À tout le monde. Parce que 90% des gens sont dans les chômage. Merci à l'équipe technique, Marité Godot, Moro, Ndjambe, Diekifou. Merci au coach Doudou Montiri. Voilà, messieurs, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.